bonjour tout le monde, comment on se retrouve? Alors, je suis à nouveau accompagnée de Charlotte, voilà, c'est la seule personne que j'invite à mes podcasts, comme vous pouvez vous en rendre compte, l'invité VIP. Alors aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un sujet qui s'appelle donc la pensée positive, qui est un autre instrument un peu caché pour moi du capitalisme. On va y revenir. Je vais juste vous faire une petite intro rapidement sur le sujet parce que je pense que peu de gens en fait savent vraiment les origines, d'où ça part, tout ça, et comme d'habitude c'est important de revenir dessus. Oui, d'avoir une réflexion dessus au lieu de juste l'ingurgiter, le prendre à face value. Voilà, c'est ça, surtout que ça a été vachement... Enfin, c'est un outil marketing, en fait, pour plein de choses. À l'origine, la pensée positive, en fait, c'est plutôt un mouvement donc, pseudo-scientifique qui a été créé, donc, qui est un chrétien américain. C'est important de le spécifier pour le contexte. C'est un évangéliste, baptiste, Parce qu'il y en a beaucoup dans la catégorie, on y reviendra, mais ouais, c'est fort possible. J'avoue, j'ai pas chopé les détails dessus, mais dès que j'ai vu pasteur chrétien américain... moi ça m'a donné suffisamment d'infos, surtout qu'après en fait elle a été véhiculée dans les années 2010 par différents acteurs, essentiellement des hommes, puis après ça a été repris par des femmes, mais qui œuvraient d'abord dans le secteur économique du développement personnel. Donc là on a encore deux notions, l'économie et le développement personnel. Elle a été popularisée par Martin Seligman, qui lui, alors écoutez bien, ouvrez bien grand vos oreilles parce que ça vous n'êtes pas prêts et pas prêtes, qui participait au programme de torture de la CIA. Bon. Voilà. En 98, mais je pense que les dates sont un petit peu floues, on va dire, mais voilà, c'est la date que j'ai pu trouver. Il a voulu recentrer la psychologie sur le bonheur plutôt que sur les failles. Ce que je trouve assez drôle, partant de quelqu'un qui participait à de la torture, voilà. Et donc ensuite, après ça, ça a été le développement de l'industrie du bonheur, en fait, voilà, tout simplement. Avec un gros essor pendant le Covid et les coachs de vie qui ont repris ce concept-là, même si depuis, on note quand même une petite chute un peu des coachs de vie. Moi, je sais que mon expérience personnelle m'en a éloignée, je suis un petit peu en urticaire par rapport à plein de coachs. Coachs de vie. Le côté de développement personnel et tout, on a vu... Dans la dernière dizaine et tout, il y a eu beaucoup, justement, cet essor, en fait, d'auto-entrepreneurs qui devenaient plutôt coach, avec des pratiques plus ou moins sérieuses ou douteuses, avec des gens, même s'ils sont sincèrement armés de bienveillance, ils n'ont pas forcément les outils psychologiques, en fait, même pour alimenter ça, parce que c'est pas juste les mots ont un sens et les mots ont un poids, quoi. Un impact, coup, c'est vrai qu'il y a eu des dérives. Oui, ça frôle le sectaire, voire que ça y est carrément, même des fois avec ces histoires de coach de vie. Donc voilà, c'est vrai que je voulais remettre la pensée positive dans son contexte. Toi, comme ça, qu'est-ce que tu peux nous dire vite fait, Charlotte, sur ton lien à la pensée positive? C'est assez... c'est quelque chose que... moi, ça m'a intéressé, le développement personnel. Donc, c'est vrai que ça fait partie des premières choses auxquelles on est confronté. Même en psy... Pas forcément... et justement, pas forcément quand on s'intéresse à la psychologie pure en tant que science sociale. Et c'est ça qui est intéressant de voir là aussi la différence entre les thèmes abordés par les coachs et les sujets qui sont réellement étudiés, entre très gros guillemets, réellement, mais c'est relatif, quoi, mais qui sont étudiés quand on se penche sur la psychologie en elle-même. Moi, j'ai pas fait d'études de psychologie. J'ai ma petite sœur qui a un master en ergonomie et ma mère qui a fait aussi une licence dessus. Donc, en fait, même sans forcément... je suis pas du tout spécialiste, mais en m'étant intéressée à leur corpus de liste de lecture et tout, c'est clair que c'est pas du tout les mêmes thèmes. Et c'est beaucoup... On va dire que le côté coaching, en fait, il simplifie beaucoup la chose, il la rend accessible, mais à quel prix? Au prix un petit peu, souvent, de la précision et de la transparence, des fois aussi, parce qu'il y a beaucoup des
des biais avec les coachs aussi qui s'appuient beaucoup sur leur expérience personnelle pour élaborer des théories qui n'ont de toute évidence pas testé dans un contexte scientifique. En soi, pour vraiment revenir à la pensée positive, en étant moi-même, neurodivergente et en ayant eu découverte comme ça sur le tard, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de pensées à un moment donné un petit peu plus dépressive, un petit peu plus, on va dire, dure avec moi-même. Et en soi, c'est vrai que la pensée positive, au début, ça m'a apparu comme une façon de... Ok, d'accord, peut-être ça peut faire relativiser. Une solution miracle un peu, quoi. C'est ça, ou en tout cas, au moins, moi, ce qui me parle beaucoup, et maintenant qui me parle d'une façon complètement différente, c'est l'aspect de reprogrammer son cerveau, en fait. De reprogrammer ses modes de pensée. Parce que moi, on va dire que dans mon schéma de pensée, je peux avoir beaucoup de pensées intrusives, par exemple, des choses comme ça. Et il y a des choses, forcément, c'est sans forcément entrer dans quelque chose de très précis scientifiquement, les pensées intrusives, en fait, qui sont souvent assez négatives et qui sont différentes du critique de soi, de la pensée critique qu'on a du critique intérieur. C'est assez différent, la pensée intrusive, au sens où c'est quelque chose qui est au final très difficile à reprogrammer. Parce que c'est, même si on essaie de s'apaiser en termes de schéma émotionnel, ça va rester comme des petits flashs, comme des éclats en fait, et c'est presque pas des courts-circuits du cerveau, mais des fois un petit peu des petits courts-circuits émotionnels qui se passent. Et du coup, la pensée positive, ça m'a apparu au début en mode peut-être que... et je saisissais pas forcément ce que c'était bien les pensées intrusives non plus. Oui, c'est pour ça. Donc, c'est vrai que j'étais là, peut-être qu'il y a quelque chose dedans. Et ça m'a intéressée. Bon, là, du coup, mon approche du développement personnel a complètement changé, voire complètement désintéressée du sujet. Au sens où y a beaucoup de choses que je trouve qui sont abordées dans le développement personnel que je trouve soit complètement inutiles, parce que du coup, c'est presque en mode comment se sentir mieux dans une société cassée, entre guillemets, ou qui nous torture. Et comment mieux avaler la pilule et comment mieux se voiler la face, on va dire. Donc il y a une partie de développement personnel qui, pour moi, est vraiment juste avec ce but-là. Et l'autre partie, sinon, qui est soit pas forcément pertinente pour moi en termes de but recherché, ou pas forcément pertinente parce que je suis une personne neurodivergente. Et du coup, ça veut dire que c'est un système nerveux et même un système endocrine et un corps qui, bien qu'en étant complètement humain, est assez différent en tout cas, qui ne peut pas être... dont les problèmes ne peuvent pas forcément être résolus par une idée plus générale. Ouais, tout à fait. Et je te rejoins sur ton expérience parce que, en fait, moi, la pensée positive, en plus, moi, j'ai été très bonne candidate. J'avais le très bon profil pour ça. T'es enthousiaste aussi. Voilà, je suis quelqu'un d'enthousiaste, volontaire, dynamique. J'aime bien être innovante dans ma façon de penser. J'étais vraiment la très très bonne candidate pour tomber dans ce piège-là et ça n'a pas loupé. Donc pour l'historique, moi je vois des psys, différents types de psys, même neuropsy, tout ce que vous voulez, depuis que j'ai 7 ans, voilà. Je pense que très tôt ma mère a compris qu'elle savait qu'elle n'était pas assez équipée, donc elle m'a envoyée très tôt chez les psys. Du coup j'ai une expérience du milieu des psys et d'interoception aussi et d'introspection assez avancée. Plus, on top of that, le fait que j'ai été aussi diagnostiquée sur le tard avec un TDAH, qui ont participé au fait, alors peut-être pas le TDAH, mais je pense que ce contact très poussé avec des psys m'a peut-être aussi rendu prône à être aussi bonne candidate pour les coachs de vie, développement personnel, tout ça. Tu penses dans quel sens? Au sens où ils t'ont donné un terrain qui était propice à ce que tu acceptes des pensées extérieures, ou est-ce que c'est eux qui te l'ont proposé?
Non, c'est plus le terrain qui a été fait. C'est-à-dire que en fait, ça m'a... Alors, il y a eu plein de bonnes choses dans le sens où ça m'a permis de développer une conscience de moi assez avancée, mais qui, je pense, a aussi été aidée par la neurodivergence que j'ai. Mais ceci étant dit, je pense que le revers de la médaille d'aller voir des psys aussi, c'est que des fois, ça peut, quand c'est mal fait, surtout à l'époque, là maintenant ça va mieux et j'ai trouvé une très très bonne psy, c'est de déplacer le référentiel à l'extérieur de soi. Oui. En fait. Et ça, les coachs de vie, ils se basent là-dessus. Ils ont beau dire non, faut chacun avoir sa pensée, machin et tout. Beaucoup de coachs de vie se basent là-dessus. Et moi, ça m'a mené à une expérience ou deux de coachs de vie qui ont vraiment pas été dingues en fait. Elles ont backfire de façon assez violente, qui m'ont... Voilà, qui ont tapé dans des terrains que j'avais en moi qui étaient prônes pour ça, qui m'ont mené aussi à prendre, qui ont participé à certaines prises de décision, qui après m'ont mené à dépression et au burn-out. Alors c'est toujours plurifactoriel, hein, je ne jette pas la pierre sur un truc en particulier, mais c'était clairement un des facteurs. Parce que la décision que j'ai prise de quitter l'Irlande, c'était suite à un coach, justement, à un coaching, et qui a un peu backfire, quoi, qui m'a un peu précipité dans ma démarche, sachant que avec le TDAH, mes trucs et tout, j'étais là, oui, vas-y, voyons grand, allons-y vite, quoi. En même temps, j'ai l'impression que c'était aussi difficile, mettons... Et ça, je pense que c'est peut-être aussi quand on vit à l'étranger, et je pense aussi d'ailleurs à toutes les personnes qui n'ont pas la citoyenneté française, en fait, ou alors qui sont dans des conditions un petit peu plus temporaires ou de visa, quoi, que ce soit des personnes qui essaient de venir pour travailler et avoir la citoyenneté, ou des étudiants, en fait, qui viennent et tout, et je pense qu'il y a un vrai... manque de prise en charge aussi psychologique en fait, qu'on soit un étranger en France entre guillemets, entre très très gros guillemets et de façon très inclusive, ou qu'on soit un Français expatrié, il y a ça aussi que j'ai l'impression de ce que j'ai ressenti de ton expérience, qui était que tu n'avais pas forcément d'autre choix entre guillemets qu'un coach, au sens où tu pouvais pas avoir accès à vraiment un suivi psychologique en fait. Même... c'était compliqué quoi. C'est ça, et même j'ai l'impression aussi que moi je trouve que mon expérience aussi du contact de praticiens autour de du cerveau, on va dire, moi ça a vraiment aussi beaucoup changé entre toutes les personnes que j'ai pu voir avant mon diagnostic TDAH et les personnes après mon diagnostic TDAH. 100%. Ça, c'est quand même assez différent aussi. Ah ouais, c'est clair. Parce qu'il y a plein de choses, en fait, sur lesquelles, en étant neurodivergent et pas forcément diagnostiqué, sur lesquelles on lutte. Ouais. Et en face, on a une réponse, même si elle est compatissante et bienveillante, de... faut attendre que ça passe, ou alors faut éliminer les sources de stress. Ça, vraiment, mais souvent c'est pas adapté les réponses en fait. Ouais, c'est ça, ou parce que la personne au final elle voit qu'elle a que 10 minutes pour t'aider entre guillemets de plus, ou alors que elle peut pas non plus te dire, ce serait pas forcément responsable non plus de la part d'un psy de te dire non mais là en fait quittez votre travail tout de suite, même en n'ayant rien, ou alors il y a des choses peut-être qui peuvent s'améliorer, voilà quoi, mettons en relation avec des personnes toxiques dans notre vie. Ça peut être difficile aussi pour un psy de poser fermement en mode non mais là en fait cette personne ne la voyait plus du tout entre guillemets quand on est violence physique par exemple. Oui, mais ça c'est parce que justement il y a quand même un petit peu d'éthique médicale dans la formation de psy. Que les coachs, même s'ils suivent des formations, il y a des routes un peu moins structurées. Ça peut avoir ses avantages, ça peut avoir ses inconvénients, mais c'est vrai que c'est souvent mal réutilisé, mal appliqué. Il y a beaucoup de manipulation dans tout ça. Moi, dans le coaching que je suivais avant, j'ai bien vu que les nanas qui suivaient cette coach, elles faisaient tout comme elle en fait. C'était du clonage, vraiment, en termes de visuel, en termes même de coupe de cheveux, c'est-à-dire qu'à un moment donné la coach s'est coupé les cheveux, et elles se sont il y en a je pense 2 qui se sont coupé les cheveux pareil, qui suivaient les mêmes trucs, enfin c'était juste du clonage en fait, et vraiment moi quand j'ai vu ça, et c'est là où j'ai eu le signe cardinal. on fait un point sur l'astrologie après si tu veux, mais c'est là où moi j'ai commencé à avoir des red flags, et où voilà, j'ai commencé à me dire il y a... En fait, moi, j'ai eu un problème avec la pensée positive, avec les développements personnels à partir du moment où ça m'a enlevé mon indépendance, où je sentais que ça voulait m'enlever mon indépendance, ce à quoi je suis très attachée. Et quand j'ai commencé à voir que ça avait pour vocation de plutôt transformer les gens dans des clones et des produits,
Moi, de suite, ça m'a beaucoup moins intéressée parce que du coup, bah voilà, peut-être en tant que bélier ascendant lion, je sentais que mon individualité était pas mise en danger, mais légèrement menacée, ou en tout cas qu'elle pouvait pas s'exprimer dans ce contexte-là. Et moi, ouais, ça a commencé à me faire un red flag. J'ai quitté. À partir de ce moment-là, j'ai plus de coach de vie à proprement parler. Et là, le programme que j'ai resuivi récemment, ça avait rien à voir. C'était autour de la poésie, c'était autour de l'écriture. Enfin, c'était différent et ça a eu des effets sur ma vie. Mais ça prenait un angle tout à fait différent, quoi. Oui, c'est plus axé sur la créativité, mais le but, ce n'est pas d'être dans la productivité, dans un état d'esprit en particulier, à part juste de créer. J'ai l'impression que ce programme, que mettons que tu as, je vois de quoi tu parles, ça t'invite plus à créer un espace en fait, ou créer des moments en fait, par rapport à ta créativité. Mais c'est pas une injonction à faire tourner toute ta vie autour de ça et tout, mais plus savoir comment tu peux explorer en fait. Enfin, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus doux. C'est beaucoup plus doux et c'est pas du tout les mêmes buts aussi. Ouais, c'est pas la même approche, c'est pas les mêmes buts, c'est pas la même personne. Je spécifie pas, I don't name names. Elle t'a pas demandé, mettons, de définir un but au début du programme. Une intention, mais pas un but. Oui. Et c'est différent. Et souvent, même les coachs de vie, ils utilisent but, ou enfin ils utilisent intention, mais ils veulent un but productif. Et c'est différent. Là, c'était juste une intention. Oui, quelque chose de concret. Parce que du coup, comme ça, ils peuvent t'aider à développer les étapes et tout. Parce qu'il faut un point de départ. Parce qu'il faut qu'ils ont des marqueurs d'efficacité, tout simplement. Et en fait, qu'ils puissent te dire, tu vois, par exemple, là, par rapport à la session 1, là, la session 5, vous avez peut-être dépensé 2000 €, mais vous avez fait ça, 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 en fait, et la personne, elle est capable aussi de te dire ce que tu as fait grâce à elle. Du coup, ça fait que son travail, il est valide. Ouais, ça légitimise le truc, quoi. C'est ça, quoi. Tout à fait. Même s'il te rappelle bien que c'est toi qui fais le travail. Oui. Tout à fait. Bon, donc du coup, la question que vous peut-être vous posez, c'est... On pourra faire un épisode sur le coaching. Je pense qu'on pourra. Jamais aussi, ce sera encore différent, parce que moi, j'ai plein de choses à dire aussi, notamment par rapport à l'astrologie. Donc si tu veux, on pourra se voir un truc sur le coaching, comme ça, on reste un petit peu sur la pensée positive, parce qu'il y a plein d'appels... Il y a plein de... J'allais dire abcès. Il y a plein d'abcès à aller percer dedans. Quoi. Non, mais pour le coup, oui, ça pourrait être pertinent parce qu'on a tous les deux quand même une expérience assez extensive et on a partagé des trucs communs aussi là-dessus. Donc ça pourrait être, oui, c'est ça. Et puis pertinent. justement, il y a plein de coachings qui sont assez brutaux aussi et qui tournent pas que autour de la pensée positive. Donc je pense que ça peut être intéressant d'avoir un petit peu d'autres... tous les angles. Ouais, tout à fait. Et donc du coup, quel est le rôle en fait du capitalisme dans tout ça? À quel endroit vient le capitalisme? Là, on va commencer. It's gonna get fun. Comme d'hab. Voilà. C'est que si on prend vraiment le temps de regarder tous ces trucs de coach de vie, de développement personnel, c'est juste tout simplement le développement d'une industrie du bonheur instrumentalisée. Il y avait industrie et instrument dans ma tête qui ont clashé, instrumentalisé pour des raisons économiques en grande partie. Et ça vient aussi de l'Amérique, donc ça faut pas l'oublier, c'est pour ça que je l'ai spécifié, c'est que l'origine de cette pensée positive-là, elle vient pas d'Inde ou de l'Asie qui peut avoir des fondements de l'Orient qui sont différents de l'Occident. Là, on est vraiment sur un truc made in America, donc warning. Parce que c'est vraiment un discours en fait de motivation qui va transformer en fait le bien-être et la notion de bien-être en projet de soi. Donc on dit bien de travailler sur soi et je trouve de plus en plus, enfin moi j'ai du mal à utiliser ça et je trouve ça très violent comme terme et j'essaie de changer mon vocabulaire là-dessus. Parce que du coup en fait ça amène un quotidien de performance en fait. Avec ce discours de motivation, c'est pour transformer le quotidien en performance. Et ça, je trouve ça très américain, très self-made man, self-made woman, où il faut se lever tôt, faire les tâches dans le bon ordre, être productif. Voilà, c'est vraiment... Et ça, c'est très capitaliste. Voilà, déjà. Oui, et même de ce que je ressens aussi, on va dire, et encore une fois, d'un point de vue très amateur là-dessus, j'ai l'impression que aussi la pensée, protestante américaine aussi, elle est très justement libérale et il y a ce côté de je fais du profit si Dieu le veut entre guillemets ou en tout cas la poursuite de richesse et l'accumulation de richesse
n'est pas un péché, comme par exemple on peut avoir avec un catholicisme plus resserré et tout, avec une richesse plus discrète aussi qu'on a en Europe, en France par exemple, où il y a beaucoup moins ce côté de pensée positive, entre guillemets, où ça s'est immiscé de façon différente. J'ai l'impression que le protestantisme, dans sa forme américaine, il est un petit peu plus rué vers l'or, en fait. Et ce côté de, bon, bah, si j'ai eu de la chance dans les affaires, Dieu était avec moi, ou en tout cas que c'est du positif qui me retombe, en fait, et que, bon, mis à part, peut-être qu'il y a un petit peu quelques dons, et encore là, par rapport, mettons, aux coupons de nourriture, aux food stamps, là, et tout, bah, on va dire que les églises, on va dire... les églises les plus véhémentes, même sur la scène politique, bah, c'est pas celles qui donnent le plus en termes de charité, en fait. C'est ça. C'est beaucoup là les mosquées et plein d'autres temples, en fait, et d'autres cultures et d'autres cultures religieuses aussi, qui sont les plus... et même juste des communautés, même pas forcément spirituelles, mais des communautés juste séculaires, c'est le mot, qui sont les plus... généreuses et charitables et tout. Mais parce qu'elles ont un autre paradigme, et en fait le truc c'est que les US, ils ont une histoire récente, je parle de vraiment à partir de la conquête, on va pas entrer dans le colonialisme parce que ça c'est un tout autre podcast. Mais si tu veux, en fait, je pense que ce côté self-made, men, women, whatever, c'est vraiment... pour moi, issu effectivement, comme je disais, de la ruée vers l'or, parce que c'était des gens qui en Europe, en fait, avaient plus rien à perdre, notamment le nord de l'Europe au début, qui vraiment fuyaient des famines, des conditions déplorables, et pour eux, l'Amérique, c'était la terre promise, et donc du coup, il y avait ce côté un petit peu, je pense, déterministe, où, si moi, je me donne les moyens sur cette nouvelle terre-là, sur cette terre de cocagne, comme ils disent dans Pocahontas, alors beaucoup de choses sont possibles, et en fait, je pense que ça a un petit peu, mis les graines de ce mythe du bonheur individuel qui après a été repris par le mindset américain, le capitalisme et tout ça, quoi. Oui, ou en tout cas, s'il y a à la fois, il y a ce côté de la chance, mais qui est lié à potentiellement un travail. Mais effectivement, moi, je trouve que c'est très... comment dire, il y a ce mythe un petit peu de la fortune qui vient, mais parce que j'ai travaillé. Et j'ai l'impression qu'il y a ce côté, on va dire... d'accent qui est mis sur le côté positif, mais avec beaucoup de mal à entrer dans l'ombre, en fait, dans tout ce qui est compliqué, dans tous les échecs même, en fait, tout simplement, tout ça, c'est un petit peu rayé d'histoire, d'une certaine façon, et rayé de l'expérience humaine, par extension, actuellement, on va dire. Donc je trouve que c'est assez, c'est assez intéressant. Je trouve qu'il y a aussi une partie de pensée positive, en fait, où justement il y a cette pensée orientale aussi, de façon, encore une fois, très 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 large et on va dire très peu décolonisée sur justement la pensée positive, avec presque le côté de Bouddha souriant, bienheureux, quoi. Oui, qui est erroné aussi. Qui est dedans et qui a aussi quand même marqué, je pense que par exemple, même si c'est pas forcément dans le Wikipédia, je pense, du pasteur à l'origine de la, entre guillemets, pensée positive, en soi, je pense que s'il s'intéressait à la psychologie à cette époque-là, en fait, il a forcément été influencé, qu'il le veuille ou non, par justement une pensée orientalisée, orientaliste de justement de la pensée positive, même s'il n'en fera pas forcément son fer de lance, il a forcément eu des ouvrages dessus. Donc bon, moi je suis pas forcément effectivement convaincue des bienfaits, parce que ça vise à gommer en fait les défauts, et ça vise à faire un petit peu à taper sur la tête de ceux qui ne pensent pas positivement. Mais en fait, une norme aussi. On va revenir au travers après, mais effectivement ça participe aussi à une ségrégation des gens, ça on peut pas se mentir, parce que déjà rien qu'à voir, en fait, il y a des classements des pays les plus heureux, soi-disant, qui sont très arbitraires, et surtout là, en fait, le problème, je pense, avec cette pensée positive, c'est que le bonheur, en fait, il devient plus on va dire un idéal collectif, mais plus un outil de régulation sociale. Et du coup, c'est là où je rebondis sur ta ségrégation, sur cette notion de ségrégation-là. C'est que du coup, pour moi, c'est là où peut-être, on va nous dire conspirationniste, mais
en fait, ça, pour moi, et aussi, bon, agrémenté de mon expérience, des recherches que j'ai faites aussi un peu, c'est que ça permet de maintenir, en fait, cette espèce d'ordre économique en convainquant, en fait, que les gens, que la solution peut se trouver solo, sans solidarité. Donc, on retombe sur ce truc de self-made man, self-made woman. Et pareil, moi, j'y suis grave tombée, et même encore maintenant, je dois réapprendre ce concept que l'humain est une espèce sociale, et que c'est normal d'avoir besoin des qualités des uns et des autres, et de pas pouvoir tout faire par soi-même, en fait. Et ça, la pensée positive, pour moi, elle vient cultiver ce truc de si je fais pas tout seul, alors je suis qu'une merde, ou alors ça vaut pas autant. Tu vois, pour moi, il y a vraiment ce côté-là, je trouve, dans la pensée positive. Oui, ou en tout cas, je trouve que ça individualise le problème aussi, sans aller justement creuser à l'extérieur de qu'est-ce qui peut provoquer des états intérieurs, au sens où si on n'a pas de pensée positive, en tout cas, c'est parce que on n'a pas fait assez d'efforts, ou on ne voit pas les choses sous le bon angle, ou alors qu'il y a une lumière à trouver ou un éclairage positif à trouver, même dans les situations les plus difficiles. Et je trouve que c'est assez... culpabilisant. Oui, c'est ça, et ça aide pas non plus vraiment à prendre ses responsabilités, parce que ça propose pas non plus d'alternative à part pense autrement, mais en même temps sans solution ou sans biais, et c'est assez... c'est assez désagréable, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de boomers entre guillemets en face de moi qui découvrent le développement personnel après leur crise de la quarantaine. Nous c'est bon, on l'a eu à 20 ans. Mais du coup, ou qui découvrent plus tard en mode ah oui, c'est vrai, je peux penser ça. Après mon 5e burn-out et tout, dans cette société, c'est vrai que je peux peut-être penser autrement. Et moi je le vois... Je trouve pas que... C'est assez paradoxal parce que moi, je pense que je suis une personne qui a un mécanisme très logique et orienté vers la résolution de problèmes, en fait. Et du coup, moi, ça m'a pris beaucoup de temps, par exemple, personnellement, pour essayer de déconstruire aussi, même à l'intérieur, et même par rapport à ce que je projetais aussi, mettons, même sur toi ou sur d'autres personnes de mon entourage ou sur des situations. Ça m'a pris beaucoup de temps justement de déconstruire qu'est-ce qui était de l'ordre effectivement de la résolution de problèmes et qu'est-ce qui était de l'ordre d'une pensée positive que je pouvais pousser sur quelqu'un. Je pense que ça tu l'as remarqué. Mais moi aussi. Oui, mais moi pareil, hein, vraiment. Et que moi j'essaie de trouver des solutions et que j'ai dû apprendre en tout cas à formuler entre guillemets est-ce que là j'apporte une solution à la personne, est-ce que là je formule une solution, ou est-ce que là je coupe la personne même dans son truc et je lui dis non pense pas comme ça, tu penses mal, pense ça à la place en fait. Et je trouve que c'est assez vicieux. Je pense que je suis toujours en déconstruction dessus aussi quoi, mais mais pareil, mais c'est aussi pour ça que je voulais en parler. C'est automatique, mais c'est automatique. Après c'est pas évident de le déconstruire, et puis justement comme on disait avant, je pense qu'on avait un terrain aussi favorable à ce genre, à adopter en fait ce genre de truc. Oui, parce qu'en tant que neurodivergente, comme de toute façon on te chie dessus en mode non tu penses pas comme il faut et tout, t'es là en mode bon mais je vais essayer de penser autrement. Et puis on va dire que la pensée positive c'est en mode aussi l'espoir d'une aide en fait entre guillemets, au sens où dans une société qui nous aide pas beaucoup, c'est aussi à ce côté je pense que là où la religion appuie, c'est le côté de foi et d'espoir entre guillemets, et qui peut être hyper galvaudé aussi c'est ça, et qui des fois est justement galvaudé en manipulation, tu ne penses pas comme il faut, alors que d'autres personnes en fait c'est pas forcément une pensée positive entre guillemets, c'est juste une foi intérieure en fait, littéralement, avec mais c'est pas pareil, qu'on soit religieux, spirituel et quel que soit on va dire l'instance dans laquelle on croit entre guillemets. Je trouve que ce concept de foi il est quand même assez intéressant aussi, mais à décentrer absolument, je trouve, de tout but presque matériel en fait, est très parce qu'en fait, la tangible foi, entre guillemets. Pour moi c'est intangible entre guillemets, mais parce qu'en fait la foi c'est pas un outil, en fait, où ça devrait pas avoir un but
peut-être de réalisation matérielle, entre guillemets, sur un niveau superficiel. C'est plus de façon... pour moi, c'est plus comme un feu de cheminée chez soi, tu vois. C'est un truc qui tient chaud, qui participe un peu... C'est un peu le bois dans ton feu, tu vois. Enfin, pour moi, il y a un truc un peu comme genre, ça. Je crois en l'humain, où c'est des choses un petit peu plus larges aussi, ou des choses comme ça, en fait, où je crois en l'amour et la bienveillance, ou des choses comme ça, et ça n'a pas de but, il n'y a pas d'agenda, il n'y a pas d'action à découper. C'est ça, je trouve qu'il y a quelque chose de plus limpide aussi, plus straightforward. Et le truc aussi sur lequel je voulais rebondir sur ce que tu as dit... ça n'efface pas l'ombre. Ça n'efface pas l'ombre, c'est ça, mais c'est pas son but. Et c'est ça la différence. Alors que la pensée positive, en fait, elle est totalement dans le déni et l'oblitération, en fait, des pensées négatives, entre guillemets, je mets des guillemets. Du coup, c'est hyper violent parce qu'en fait, c'est comme si, du coup, tu t'autorisais plus le droit d'avoir des mauvais jours, de penser mal. Et des fois, t'as besoin juste de penser comme ça, c'est tout. Et c'est ok, en fait. Et c'est pour ça où c'est hyper culpabilisant. C'est que ça dit, si à un moment donné, tu penses négative, dépression... C'est pas bien. C'est pas bien, tu te tires dans le pied, tu t'auto-sabotes, tout ce genre de trucs à la con qui, moi, vraiment, maintenant, m'horripilent. Et la continuité de ça, en fait, c'est que, du coup, ça n'a plus rien à voir. En fait, ça sort l'individu de son contexte social et économique. Et du coup, ça n'a plus rien à voir avec les conditions de vie de la personne, mais uniquement avec les mentalités. Et c'est là où il y a un problème, parce que du coup, tu peux être aussi déterminé que tu veux, autant que tu veux, dans tes conditions sociales. Alors oui, et c'est là où, encore une fois, c'est important de le ramener dans son contexte américain, c'est que dans le mindset américain, justement, plus tu viens de la gouttière, et mieux c'est si tu t'élèves, parce que du coup, c'est vraiment le story arc du self-made man, quoi. C'est vraiment ça. Qui est du coup hyper toxique, parce que du coup, ça laisse entendre aux gens que n'importe qui peut réussir, s'il se donne les moyens, avec un petit peu de chance, mais surtout s'il se donne les moyens. Ou alors avec un état d'esprit approprié. Et encore une fois, on est dans la normalisation de qu'est-ce qu'il faut penser, qu'est-ce qu'il ne faut pas penser. Et je trouve ça intéressant aussi, justement, de faire la différence entre des pensées négatives et l'ombre, entre guillemets. Au sens où, moi, quand je dis ombre, c'est au sens, on va dire, jungien du terme, avec ce côté de... on va dire de profondeur intérieure et des choses qu'on ne voit pas et qu'on n'arrivera jamais à voir de toute façon en entier. Enfin, c'est vraiment un sommet de tout petit sommet de l'iceberg, quoi, vraiment. Donc, même si on approche son ombre, en fait, elle est justement par nature insaisissable, en fait, et ça fait partie, on va dire, encore une fois, les concepts jungiennes de la nature humaine, et qui justement nous révèlent des choses qui sont peut-être désagréables par rapport à nous, mais qui font notre histoire, qui font notre personnalité, et qui agissent, en fait, qui font partie de notre centre décisionnel, de nos actions, de nos mots, de ce qu'on aimait, même juste en termes d'énergie. Et les pensées négatives, pour moi, on va dire, c'est différent effectivement de l'ombre, au sens où c'est vraiment le texte en background et tout. Moi, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément de voix dans leur tête, entre guillemets, au sens d'une voix pensante. Contrairement à nous. Voilà. Bon, il y a pas mal de gens qui en ont une quand même, mais on va dire que voilà, quoi, la pensée négative, c'est vraiment un petit personnage qui va avoir tendance à nous rabaisser, ou en tout cas à nous faire circler, à nous faire un petit peu louper dans quelque chose de négatif. Et ça demande... l'ombre, c'est encore différent, et c'est bien que si c'est abordé avec d'autres personnes aussi. Tu vois, par exemple, le shadow work, ça a été aussi beaucoup mis en avant par rapport au développement personnel sans être très bien compris. Et en soi, il y a vraiment des praticiens spécialisés dans le shadow work, vraiment avec cette approche jungienne. Et ça peut pas non plus être pratiqué par n'importe qui. Et pour quelqu'un qui est vraiment en détresse, c'est absolument pas une solution de pratiquer tout seul non plus. Et bon, ça, on l'a appris, entre guillemets, que plus tard, entre guillemets, en faisant des recherches aussi. Et la pensée négative, c'est vraiment le personnage presque que, pour le coup, effectivement, on peut l'interroger, en fait, sans forcément se dire qu'on va l'éliminer. C'est vraiment de se dire, est-ce que c'est une voix critique, mettons, comme d'un parent intérieur? Est-ce que d'où elle vient, quoi.
Est-ce que c'est parce que je suis fatiguée? Est-ce que c'est parce que j'ai faim? Est-ce que c'est parce que j'ai pas répondu à mes besoins depuis longtemps que ce critique vient et il est un petit peu plus irrité? Est-ce que c'est parce que je me sens pas bien? Est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose de pas résolu? Est-ce que c'est parce qu'on m'a fait de la peine et que j'ai pas pu l'adresser jusque-là? Il y a plein de choses comme ça où, sans forcément pouvoir l'éliminer, ça peut être des indices, effectivement. Oui. Mais c'est pas... on va dire que sa polarité inverse, entre guillemets, qui nous donne de la santé, c'est pas forcément de la pensée positive, en fait. Pour moi, c'est plus du calme, en fait, et de... C'est un changement de dynamique, en fait. Et c'est là où j'y reviens, mais si tu veux, ils ont une vision, un mindset qui est très binaire, en fait. Et du coup, ça laisse pas de place aux nuances de l'entre-deux qui est nécessaire pour le shadow work, aussi, d'une part. Et si tu veux, ça focus trop sur le discours de voilà, tout est possible si tu travailles dur, si tu as le bon mindset. Le bien-être dépend que de toi. Et ça devient, en fait, une performance morale, en fait, à accomplir, plus qu'un truc de santé mentale, d'état d'être, tout ça, tu vois. Pour moi, c'est ça, on en revient de la performance. Et du coup, pour moi, en fait, la pensée positive, c'est juste le rêve américain, mais reformulé, en fait. C'est juste ça. En fait, si tu creuses un peu, c'est same difference. Oui, c'est ça. Et puis même, ça donne un côté de chaque personne qui peut en polisser une autre, en fait. Il y a une instance peut-être plus globale qui donne les directives de qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est pas, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Et en soi, comme les gens parlent entre eux, en fait, ça va donner lieu à beaucoup de polissage, en fait, aussi, à l'intérieur même des communautés, parce que c'est en mode, tu penses pas positivement, ça fait un peu mouton noir, en mode, est-ce que cette personne, elle est vraiment comme nous? Est-ce qu'elle a pas le même objectif, vu qu'elle là, elle est en mode négatif, en gros, ça veut dire elle est toxique, elle est faible. Oui, c'est ça, ou alors, elle a une pensée différente. Et du coup, il faut l'homogénéiser avec positif. Et c'est là où on est dans le capitalisme qu'on se ressemble. Voilà, quoi. Et puis, surtout de pas être une inconvénience pour les autres, en fait, de pas les déranger. Et ça, je trouve que c'est vraiment violent, parce que c'est une façon aussi de dire que chaque personne est responsable d'elle-même. Mais détachée de son contexte. Oui, c'est ça, ou qu'en tout cas, chaque personne est même pire, je trouve, parce que c'est en mode chaque personne est responsable. Ça veut dire chaque personne est responsable d'elle-même. Donc, même s'il n'y a pas les aides appropriées fournies de façon sociale par l'État, ça devrait pas être un problème vu que chaque personne est responsable d'elle-même. Oui. Je pense que ça dit ça, en fait. Et c'est ça qui est hyper violent. Parce que, de toute évidence... d'une certaine façon, l'État et la société sont responsables en partie des violences qui créent en fait ces pensées négatives aussi. Donc du coup, c'est une absence de prise de responsabilité et une absence de vouloir même juste adresser que la nature humaine fait que on peut avoir de l'aide entre guillemets pour se redresser ou même pour adresser des choses à l'intérieur de soi. Mais c'est là où pour moi justement la pensée positive en fait c'est un outil en fait parce que ça laisse croire aux gens en fait que tout le monde a les mêmes chances, mais au sein d'un système inégalitaire. Sauf que ça les détache de ce système inégalitaire. Du coup, le système, lui, a pas à se remettre en question et a pas à prendre ses responsabilités, comme tu disais. Et du coup... ça coûte cher, ça coûte cher. Ça coûte cher, c'est des gens qui ne sont pas profitables. Non, c'est ça, ils ont aucun intérêt, en fait, à faire bouger les choses. Donc c'est pour ça que, pour moi, la pensée positive, c'est ça, en fait. En fait, après ça s'est répandu, mais c'est à la base, pour moi, c'est très la poursuite du bonheur nord-américaine, en fait. Tu vois, il y a un petit côté comme ça. Et c'est pour ça que... C'est très lisse aussi, en fait. Ouais, mais oui. Et c'est pour ça que pour moi, c'est capitaliste. Parce que justement, le capitalisme, en fait, plus les gens sont lisses, plus ils vont consommer comme on a envie qu'ils consomment. Et ça va servir la roue, tu vois. Parce qu'au final, là, la pensée positive, c'est un idéal, en fait, au sujet... un idéal du sujet néolibéral sous-jacent avec la méritocratie. On sort beaucoup de l'humain, quoi. Je pense que il y a plein d'exemples et tout, même juste mettons, ça me faisait penser au concept de Stepford Wives, le film, le livre et tout. Il y a eu une instance, mettons, je crois qu'il y a eu un film un petit peu remake avec Florence Pugh et tout, c'était Don't Worry Darling, je crois. C'est ça. Non, je l'ai pas vu, mais oui, c'est un petit peu un remake et pareil, c'est en mode oula, ça c'est on va dire
une façon, sans forcément spoiler, on va dire que la thématique on va dire de reprogrammer les gens pour qu'ils aient une pensée positive prend vraiment un côté très tangible, on va dire. Et je trouve même que même par rapport à l'IA et tout, et toutes ces, on va dire, les conversations, entre guillemets, je suis pas sûre qu'on puisse appeler ça des conversations. Mais on fera un podcast sur l'IA. Plus on va dire des dialogues avec des... Enfin, pour moi, c'est pas une conversation s'il y a un dialogue avec toutes les instances qui sont prédéterminées à la base, entre guillemets. Quoi. Même si elles sont illimitées, ça veut pas dire qu'elles sont pas déterminées. Enfin, non, mais oui, c'est ça. Mais du coup, paradoxalement, en fait, ça met la résilience en vertu centrale. Et ça aussi, pour moi, c'est toxique parce qu'en fait, plus t'es résilient et mieux t'es vu. Alors qu'être trop résilient, en fait, c'est oublier ses valeurs, oublier ses limites, people pleaser et tout ça, quoi. Oui, c'est ça. Et même par rapport à l'IA, je me faisais la réflexion, cette année en particulier, que par exemple, à chaque fois que je veux interagir sur un site ou chercher une information et que j'ai affaire à un chatbot, j'ai déjà, je trouve que les chatbots, c'est vraiment éclaté au sol. J'arrive jamais à vraiment retrouver à avoir l'information. Et quasiment tout le temps, les conversations, entre guillemets, avec les chatbots, elles se finissent par des... j'étais pas satisfaite du service parce qu'au final, j'ai pas eu ce que je voulais. Ou alors, il m'a dit... Il m'a pas vraiment ni mis en relation, ni vraiment compris peut-être ma demande. Même si peut-être il y a un problème de ma part, mais... Que ce soit aussi systématique, pour moi, je trouve que c'est assez violent. Et même, il n'y a pas vraiment de... À chaque fois qu'on exprime un avis, même négatif et tout, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment pris en compte. Par exemple, si je suis pas satisfaite d'un service dans une boutique, du coup, est-ce qu'il sera vraiment lu? Est-ce qu'il sera vraiment pris en compte? C'est de la gestion de façade. C'est ça, quoi. Et même le chatbot, il est toujours joyeux, entre guillemets, et vraiment, moi, ça me fait psychoter. En mode, oh, je suis désolée de ne pas avoir pu répondre à votre demande. Et tu sais, t'es là en mode, ok, vraiment, Black Mirror. Moi, ça me tend d'avoir, comment dire, une pensée interactive, d'être interactive avec une IA qui est, mettons, prévue pour être positive, souriante aussi. Parce que du coup, moi, je travaille dans le service en mode tertiaire, plus dans la vente directe, et c'est assez violent de voir comme les gens en fait nous prennent comme des objets en fait et nous considèrent pas tout le temps comme des personnes. Et du coup je trouve presque que c'est violent envers l'IA de lui faire adopter toujours un visage souriant. Mais moi, je suis pour la non-violence contre l'IA aussi, parce que pour moi, c'est une violence de devoir toujours afficher ce côté positif et souriant, même si on a quelqu'un en face qui soit dit une dinguerie, genre raciste ou transphobe ou quoi que ce soit contre moi ou contre une autre personne, ou juste de façon comme ça, en général, quoi. C'est assez violent de devoir afficher une expression neutre et de quand même devoir finir l'interaction de vente avec la personne sans lui cracher dans la bouche. Littéralement. Non, mais c'est ça. Je pense qu'effectivement, la pensée positive, ça vient un peu se ramifier sur tout ça. Et si tu veux, pour conclure rapidement, je pense qu'en fait, on a un petit peu parlé des travers de la pensée positive, mais pour les résumer un petit peu, parce que du coup, on a un peu mélangé les deux, et c'est pas grave, moi, ça me dérange pas. C'est qu'en fait, le mythe de la pensée positive, ça nourrit un autre mythe, qui est le mythe du bonheur individuel, donc détaché de son contexte social, comme on a bien expliqué, et c'est là où le capitalisme, en fait, rentre en ligne de compte. Mais ça, c'est à grande échelle. À petite échelle, en fait, le problème de la pensée positive, les problèmes, c'est d'une part, c'est que ça donne une injonction au bonheur. Et là, on retombe aussi sur ton exemple de, il faut afficher une bonne tête, même si la personne en face, c'est un antisémite, tu vois. Ça mène aussi au burn-out, à la dépression, comme on a dit, parce que du coup, il y a un discours intérieur très culpabilisant. D'ailleurs aussi, par rapport à ce côté, justement, de limite, la pensée positive, ça donne plus de dépression, en fait, et plus de... presque plus de pensées négatives. Oui, parce qu'il n'y a pas d'écoute de soi. Parce que dès que les gens, on se sent déconnecté, on se sent pas forcément... On se sent impuissant peut-être aussi par rapport à
à la difficulté de changer sa pensée. Ouais. Mais aussi, je trouve que beaucoup ce côté de pensée positive, c'est... Déjà, moi, ça m'intéresserait aussi presque de faire des choses sur le mécanisme, mettons, de la manifestation et tout, parce que c'est très lié aussi. Mais il y a ce côté très, très tangible, entre guillemets, dans la pensée positive, de je vais arriver à faire ça, ou je vais avoir ça. Ouais, je vais manifester un truc. Voilà, et c'est en fait, je trouve que c'est intéressant, parce que là, je viens de faire le lien aussi, c'est en mode, c'est très lié à de la dopamine, en fait, aussi, qui est... justement de l'instantané dans le corps qui se produit rapidement. Et c'est pour ça que nous, on a été du coup, on a l'impression, voilà, en tant que déficiente en dopamine, quoi. Mais justement, en fait, il y a ce côté très instantané avec justement une possibilité de dire au coach ou à la personne en face, ah oui, effectivement, ça m'a redonné, je me sens mieux. Mais en fait, c'est juste de la dopamine qui va partir très rapidement. C'est le pansement, pas la solution. C'est ça, et qu'on va du coup devoir renouveler en continuant à chercher. Alors qu'il y a beaucoup, on va dire, de sentiments de sérénité, en fait, qui sont plus associés à la sérotonine et surtout l'ocytocine aussi, notamment pour les personnes avec un système endocrine, on va dire, féminin 6, on va dire, où effectivement l'ocytocine est absolument indispensable, en fait, et l'ocytocine, en dehors du fait, c'est une hormone dont on parle beaucoup en mode c'est les mamans qui l'éprouvent envers leur enfant entre 0 et 3 ans. C'est là que du coup ça se forme et que c'est le plus prévalent et que c'est l'hormone qui fait que, mettons, la maman s'attache à son bébé, entre guillemets. Encore une fois, plein de choses à débunker parce que voilà, quoi, la maternité c'est extrêmement complexe en fait. Et encore une fois, voilà, quoi, il y a des mamans qui n'arrivent pas forcément à s'attacher à leur bébé ou des bébés qui n'arrivent pas forcément à s'attacher. Et on ne peut pas dire à ces personnes vous êtes dysfonctionnel, excusez-moi, quoi. Donc c'est vraiment pas du tout ça. C'est plus justement pour mettre en avant aussi que l'ocytocine, c'est quelque chose qui se produit en communauté de femmes entre très guillemets encore, parce que je veux être inclusive. Bien sûr, oui. Mais qui se... À l'origine, on va dire. Voilà, mais qui se produit aussi, juste même... de personnes entre elles, et par exemple les personnes avec on va dire un système endocrine qui est susceptible à l'ocytocine, c'est aussi par l'amitié en fait, par la communauté, l'interaction, et le fait d'avoir des câlins, de se toucher, des massages. Il y a un côté très physique et très lié à la communauté, au sentiment de se sentir en sécurité avec d'autres personnes, qui crée en fait ce sentiment de sérénité et de bonheur en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en profite pour faire un petit aparté, les communautés sont targetées, l'individu est mis en avant plus que jamais. Et ils empêchaient d'accéder au bonheur en fait. Voilà. Et grâce à la pensée positive. J'en profite pour faire un tout petit appel et à vraiment inviter les gens au contraire à se tourner vers des communautés. Alors là encore, on fait attention aux dérives sectaires, tout ça, hein, bien sûr, bien évidemment, mais et je parle aussi d'expérience, c'est faire attention à l'isolation, même dans ces galères, et essayer de se rapprocher de certaines communautés, même pour des personnes un petit peu solitaires ou un petit peu lone wolf, qui est un peu comme moi aussi. Moi j'ai tendance à être vite en fait submergée dès qu'il y a trop de gens, et je reste jamais très longtemps dans un groupe et tout ça, mais cette notion et cette expérience de la communauté, pour moi, à l'heure actuelle, elle est vitale, et c'est presque de la rébellion, en fait, à l'échelle où on en est. De toute évidence, oui, et même ça aide à plein de choses. Ça aide à accéder à différents points de vue de celui qu'on aurait. Ça peut aider à relativiser sans forcément que ce soit, culpabilisant. Oui, ou jugeant. C'est ça, ça aide à même se sortir de soi aussi, et de se dire, ah ben voilà, quoi, il y a d'autres... Il y a d'autres personnes avec d'autres problèmes. Peut-être que moi j'ai la solution au leur, peut-être que ces gens ont la solution à la mienne, ou relativiser, ou même juste avoir un lieu d'écoute des gens proches, et même avoir des relations, essayer de cultiver des relations profondes et tout, en fait, où on sait qu'on peut être vulnérable, où on sait lâcher des masques. C'est ça, quoi, y avoir des gens aussi... Et lâcher des masques et savoir que la personne en face, en fait, elle n'est pas en train de compter les minutes en mode combien de temps est-ce qu'elle va encore déballer son truc négatif, là ça me saoule et tout. Ça c'est pas de l'intimité entre guillemets, même si on est vulnérable. Et du coup, sans forcément effectivement s'isoler
s'isoler trop et tout, de faire attention avec qui on s'entoure et d'aller vers des gens qui sont pas forcément que positifs envers nous, mais en tout cas qui nous laissent des espaces d'écoute et en qui on peut avoir confiance en se disant si cette personne elle essaie de me donner quelque chose de positif, ce sera pas forcément pour étouffer le négatif. Et si elle est un petit peu plus pessimiste, peut-être que c'est pour aider, ou peut-être qu'elle parle de ses propres biais, ou peut-être qu'elle a d'autres doutes et on peut les explorer aussi. Ouais, c'est ça. Enfin, voilà quoi, des gens en qui on peut avoir aussi confiance quoi. Ouais, complètement. Et du coup, pareil, garder en tête ce truc de pensée positive, parce qu'il y a beaucoup de gens, et je sais que toi et moi on l'a fait à un moment donné aussi, où dès qu'il y avait quelqu'un qui venait avec un problème ou un truc négatif, on essayait de dire oui mais tu sais, t'inquiète pas, mais il y a ça de positif, et alors mais le truc c'est des fois quand tu vas pas bien, moi j'aime bien trouver les solutions. voilà, trouver les solutions. Mais le truc c'est que des fois on a juste envie de se sentir mal et de râler sur le fait qu'on va pas bien, et ça fait partie du process en fait. Mais le problème de la pensée positive, c'est que elle vient vraiment sur ce truc de culpabilité personnelle qui du coup transforme la souffrance en fait en faute personnelle. Et après ça s'auto-nourrit, parce que du coup vu que c'est notre faute à nous, on n'ose pas, il y a un sentiment je pense de honte aussi qui peut venir, on n'ose pas forcément en parler, et du coup ça disqualifie toutes les autres émotions qu'on peut éventuellement ressentir. Et ça fout le bordel en fait. Oui, voilà. Même c'est, comment dire, un puits sans fond dans lequel on va investir notre argent, notre énergie, nos émotions. Parce que comme il y a beaucoup de choses aussi qui sont de problèmes, qui sont valides et tout, mettons le stress au travail et tout, enfin voilà quoi, il y a des choses où on peut pas forcément les éliminer, on peut pas forcément les éliminer comme ça, la précarité on peut pas forcément l'éliminer, on n'en sort pas comme ça, hein. Les discriminations c'est très extérieur, donc même si on essaie de se blinder, juste y aller positivement entre guillemets, avec un grand sourire en sautillant, ça va pas résoudre le problème, donc en fait c'est juste on aura toujours le même problème, donc du coup on sera toujours en train de se chercher la solution dans la même chose et investir l'argent par exemple, voilà quoi, sans trop rentrer dans le coaching, il y a beaucoup ce côté de continuer à investir dans la même personne, parce qu'on continue à avoir le même problème, c'est juste différentes facettes même problème. C'est exactement ça, et en fait le truc avec la pensée positive et le coaching, le développement personnel, c'est que en fait ça vient tellement, enfin je me répète un peu, mais pour moi c'est vraiment un des piliers, c'est que ça vient tellement en fait invisibiliser la structure dans laquelle l'individu en fait se positionne, que du coup ça pour moi ça matrixe un peu la tête sur le fait que si moi j'ai réussi, en fait le coach il va venir et il va dire si moi j'ai réussi, vous pouvez tous le faire, ce qui est incroyablement faux déjà, et surtout ça vient totalement de cet imaginaire en fait capitaliste d'accumulation et de croissance, parce que du coup la pensée positive elle est vendue pour dire regardez, pensée positive, vous allez acquérir plus de choses matérielles, donc on rebondit sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est que pensée positive, vous aurez plus en fait, ça le sort du bien-être presque, ou ce sera mieux, ou alors ça résoudra vos autres problèmes, et en soi c'est à la fois effectivement ressentir plus de sérénité, ça peut permettre d'arrondir les angles, ça peut débloquer des trucs, éliminer des problèmes au sens où on les considère plus comme des problèmes du tout, mais ça demande beaucoup d'autres choses, et en soi c'est sain aussi d'exprimer ses émotions. Moi je suis beaucoup plus en contact mettons avec ma colère, et du coup je trouve que ça fait du bien en fait, je me sens sans forcément vivre pour être pour taper du poing en fait, moi je sens des fois qu'il y a des élans de vitalité, et des fois je sens que c'est un feu qui peut être même je le sens en fait, que des fois je suis en mode là je suis en colère, et je sens que ça me fait mal d'une certaine façon, mais en même temps c'est un signal fort en fait des choses que je trouve injustes, ou que des choses que tes limites ont été dépassées, c'est ça, ou des endroits où je me sens impuissante, ou des endroits où j'ai pas eu de solution et je me sens pas bien par rapport à ça, ou alors des endroits où on m'a causé du tort, où on a causé du tort à quelqu'un que j'aime, et du coup ça fait c'est évident que c'est une émotion qui est importante à sentir sans forcément se laisser déborder ou complètement consumer, comme toutes les émotions au final. Oui, mais c'est ça, mais le truc c'est qu'en fait en étant que focus pensée positive, on n'apprend pas à bien appréhender les autres émotions, et du coup en fait on s'enlève
cette expérience-là et cette puissance-là, justement, d'appréhender ces émotions, savoir ce qu'elles viennent nous dire, pourquoi elles sont là. Et moi, ça m'a fait rire parce que, du coup, au kendo, où j'étais lundi, il y a mon sensei qui m'a dit... donc, le kendo, très rapidement, c'est de l'escrime japonaise. Au moment où on a fini le cours, en fait, on doit saluer les senpai ou les sensei. Et en saluant, en fait, il reprend mon salut. Il me dit non, faut pas saluer comme ça, faut saluer comme ça. Tu mets tes pieds comme ça parce que ça aligne ta structure du corps. Et en fait, il me dit, toi, t'es un peu penché sur la droite. Et je lui dis, bah oui, moi je suis toujours, je suis penchée de base vers la droite en fait. Il me dit, non, mais il n'y a pas de base en fait, c'est une posture compensatoire qui est probablement liée au foie, qui est lui lié à la colère dans la médecine traditionnelle chinoise, japonaise, tout ça. Et du coup, on a eu un petit moment d'échange autour de la colère, où justement, après le kendo, c'est un endroit où tu peux pas mal sortir la colère, parce que voilà, tu tapes un peu sur des gens, sur des armures, tu cries, donc il y a beaucoup de choses qui se passent à ce moment-là. Et moi, c'est un peu ce que je travaille aussi. Disons que ça me sert de catalyseur de plein de trucs, de colère, sans pour autant être vénère sur mes j'ai plus les termes. Sur mes partenaires de kendo. Mais par contre, effectivement, il m'a quand même dit fais attention parce que justement, en fait, si ton corps se positionne comme ça, c'est qu'il y a peut-être un surplus de colère, de frustration, ce qui est vrai. Vraiment, moi, je suis très prone à la frustration, surtout en ce moment. Et du coup, en fait, ça vient fragiliser une posture dans le corps parce que l'organe qui est lié à cette émotion-là est fragilisé. Sauf que si j'étais dans la pensée positive, au lieu de réagir, au lieu d'être ouverte en fait à cette discussion-là, ça aurait limite apporté du déni en fait à la situation. Ça aurait été en mode, ça aurait été du déni pour moi. Ma réponse en mode pensée positive. Oui, non mais c'est assez intéressant aussi parce que j'ai l'impression aussi que oh mon dieu, j'ai oublié le nom de ce samouraï. Mais en gros, il y a beaucoup aussi, j'ai l'impression que, on va dire, même dans les disciplines d'eau, en fait, voilà, vraiment dans que ce soit le budo, enfin vraiment ce côté de... Justement, ça demande d'affronter un petit peu ses émotions, en fait. C'est en mode... et que justement, on peut pas forcément dépasser sa colère aussi pour atteindre le côté de plénitude lié à la discipline et à la pratique et même à l'exercice physique aussi que ça demande. On peut pas non plus juste ignorer sa colère parce qu'elle va se voir en fait, elle va se voir dans notre attitude et même juste en se donnant debout, la personne elle peut dire non en fait là t'es en colère et tout, adresse-le. Il n'y a pas ce côté de efface-le parce que ton corps en fait il le dira toujours. Donc tu dois forcément l'adresser pour que ton corps il adopte une posture différente. Et ça demande ça demande de la conscience de soi, de la clémence. Et alors ça, le kendo, bon limite, je ferais peut-être un podcast dessus à un moment donné, mais... Et c'est ça qui est pas forcément compris dans la pensée aussi orientale, encore une fois, avec des très gros guillemets, parce que voilà quoi, c'est un terme très colonialiste et très vague. Mais cette pensée-là, elle est pas forcément très bien comprise en fait, parce qu'elle est pas... Elle n'est pas pensée en termes d'histoire de chaque pays, c'est très écrasé, on demande aux gens... lycée aussi, quoi. Voilà, quoi, et même par rapport au bouddhisme et tout, enfin voilà, quoi, c'est étalé sur tellement de pays, sur tellement d'années, en fait, c'est pas possible de juste dire la pensée bouddhiste et tout, des choses comme ça. Et c'est vrai que ce côté de pensée positive, il est juste... pris comme ça parce que c'est accessible vaguement. Ça a été tellement mâché et régurgité. Ouais, c'est un concept, on va dire, c'est le dessus du panier et voilà quoi, il était facile à attraper entre guillemets et à intégrer, à amalgamer à des principes occidentaux entre guillemets, colonialistes. Mais voilà quoi, en tout cas ils sont pas... C'est pas très bien pensé, c'est pas très bien pensé dans leur totalité, ni même en termes de traduction et tout. Enfin, anyway. Voilà. Donc, non, mais après, on pourrait continuer comme ça pendant un moment parce que ça se ramifie à plein de choses. Et donc, du coup, ça rend le truc très intéressant. Mais je pense que là, on a pas mal fait le tour. Je pense qu'on a bien touché à tout ça. Bon, comme d'habitude, si vous avez des questions, si vous voulez lancer une discussion en commentaire, si vous voulez une partie 2 sur un point précis, n'hésitez pas à le dire.
Voilà. Merci de nous avoir écoutés. Charlotte, merci encore de t'être prêtée à l'exercice. Avec plaisir. Du podcast. Voilà. Et puis prenez soin de vous. Voilà, vraiment, prenez soin de vous. J'ai rien d'autre. J'ai pas d'injonction à vous donner à part ce conseil-là. Faire un câlin à un ami. Faites un câlin à un ami ou je sais pas, même un gros oreiller ou un chat. Enfin, peu importe. Prenez une petite source d'interaction humaine. Quoi, ça peut faire du bien. Un thé chaud, 5 minutes de silence. Voilà, rien que ça déjà. Rien que ça peut être très 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 bien. Voilà, écoutez, on vous fait des poutous et puis on se voit, on s'entend au prochain podcast. Voilà, si vous avez des idées de sujets que vous voulez entendre dans ce podcast, n'hésitez pas. Pareil, laissez-les en commentaire. Et puis à bientôt. Ciao, ciao. Bye.